C'est la date de cette primaire, de ce vote d'investiture qui aura donc lieu le 11 octobre prochain. Nous l'avons fait, nous avons réussi à nous mettre d'accord. Depuis le début de l'histoire, depuis toujours, c'est la première fois qu'il y a un accord général de toutes les forces dès le premier tour sur des candidatures uniques dans toutes les circonscriptions. Paris, rassemblé dans cette manifestation, signifie aux hommes du fascisme et du royalisme qu'ils ne passeront pas. Bonjour et bienvenue dans C'était pas mieux avant, votre émission dans laquelle on revient sur des personnalités et des événements marquants de l'histoire politique de la France et du monde. Vous avez vu, va y avoir une primaire de la gauche ? Vous avez vu, hein ? Bon, vous avez peut-être pas vu, mais par bonheur, je suis là pour vous le rappeler. Le Parti socialiste et les écologistes, ainsi que leurs alliés, ont enfin donné la date de leur primaire de la gauche unie, qui se tiendra le 11 octobre 2026. Ils ont aussi donné les modalités de participation, bénéficier de 500 parrainages d'élus, sachant que les élus pourront parrainer plusieurs candidats. Et on connaît déjà plusieurs candidats, à savoir Marine Tondelier, patronne des écologistes, François Ruffin, député du groupe écologiste, mais aussi Clémentine Autain, députée du groupe écologiste, et Ségolène Royal aussi, parce que pourquoi pas. Oui, donc pour le moment ça ressemble beaucoup à une primaire des écologistes plus Ségolène Royal, et c'est parce que les autres partis politiques, même ceux qui font partie de l'organisation de la primaire, comme le PS, ont soit décliné, soit pas encore arrêté leur stratégie. La France Insoumise a toujours refusé le principe d'une primaire et devrait envoyer Jean-Luc Mélenchon pour une 4e candidature. Place Publique a refusé aussi parce que Saint-Raphaël est le Messie qui va tous nous sauver. Le Parti Socialiste est divisé entre ceux qui veulent faire la primaire et ceux qui veulent soutenir Glu-Glu. Et du coup, on connaîtra leur position définitive après les municipales et le Parti communiste doit voter sa stratégie en congrès au mois de juillet. L'argument principal des organisateurs de la primaire, c'est que l'union est souhaitée par l'écrasante majorité des électeurs et électrices de gauche. Alors aujourd'hui, ce sera ça le sujet. Qu'est-ce qui fait, à travers l'histoire, que l'union de la gauche fonctionne ou pas ? Avant même de parler d'union des partis de gauche, il faut dater l'apparition des termes de droite et gauche pour désigner des blocs politiques. Historiquement, on fait remonter l'apparition de ces expressions à la Révolution française. Lors des discussions constitutionnelles, la question se pose de donner ou non au roi de France un droit de veto sur les lois. Les députés opposés au droit de veto se sont regroupés à gauche du président du bureau, et les députés favorables au droit de veto se sont regroupés à droite du président. C'est toutefois un siècle plus tard, avec la stabilisation du régime républicain à la fin du XIXe siècle, que les expressions droite et gauche deviennent la manière commune de désigner les clivages politiques. D'abord de la politique française, puis de la politique mondiale, puisque le terme est désormais utilisé dans énormément de pays. Un des points bloquants pour parler d'union de la gauche, c'est déjà de définir ce que c'est la gauche. Gauche, en politique, c'est un terme polysémique. Il n'existe pas de définition qui fasse un consensus, que ce soit chez les historiens, les politologues ou même les débatteurs du PMU. Moi, par exemple, j'aime bien la définition de Tzitzimitl, pour qui on est de gauche quand on veut changer le monde, créer une société nouvelle qu'on pense meilleure, on est de droite quand on se contente du monde tel qu'il est ou qu'on souhaite le faire revenir à un état passé. Mais cette proposition de définition universelle n'est pas unique, elle est contestée et elle a aussi ses limites. Perso, je la compléterais en disant qu'on est de gauche quand on veut créer un monde nouveau qu'on pense meilleur dans le sens de plus d'égalité et d'équité entre les êtres humains. Dès lors que le monde idéal revendiqué par un parti politique ou un individu est plus égalitaire et plus équitable, même un chouïa plus, il peut être classé à gauche. Et le spectre politique de la gauche va de ceux qui veulent juste un petit ajustement du statu quo de la société vers quelque chose d'un brin plus équitable, à ceux qui veulent redéfinir l'intégralité de la société pour un modèle 100% égalitaire et équitable. Et bon, cette définition, elle permet d'inclure les partis qui se disent de gauche de manière très large, mais elle n'est pas consensuelle. Par exemple, elle permet d'inclure le PS, ce qui, j'en suis sûr, ne plaira pas à tout le monde dans les commentaires. Tout ça pour dire que la gauche, historiquement, est un regroupement très hétéroclite qui rassemble un grand nombre d'idéologies, parfois très différentes. Idéologies qui ont en plus beaucoup évolué avec le temps. Et que c'est aussi pour ça qu'une union de tout ou partie de ces tendances n'est jamais allée de soi. Difficile de demander à un républicain modéré de la fin du 19e siècle de s'allier avec un socialiste révolutionnaire, par exemple. C'est aussi pour cette raison
raison que les premières idées d'union de la gauche ou d'union des gauches apparaissent avec la Troisième République. Le régime républicain et parlementaire qui s'est installé à la fin du XIXe siècle favorise l'émergence de coalitions parlementaires, entre plusieurs groupes qui n'ont pas les mêmes programmes mais peuvent se retrouver sur des bases communes suffisantes pour former des alliances de circonstances. Ainsi, un groupe parlementaire français, l'Union des gauches, se forme en 1886, en réunissant notamment les groupes de l'Union républicaine, de l'Union démocratique et du centre-gauche. Le ciment qui unit ce groupe politique, c'est le républicanisme, à un moment où la République ne va pas encore de soi, vu que la droite est encore en grande partie monarchiste. Toutefois, à mesure que la République s'impose, ce groupe politique dérive petit à petit vers le centre et la droite. C'est aussi à cette période qu'apparaissent les premiers mouvements socialistes marxistes et que certains d'entre eux, malgré la méfiance du monde ouvrier vis-à-vis de la politique, commencent à participer au système électoral. Les socialistes sont divisés entre ceux qui considèrent que la République doit être renversée pour établir un régime socialiste et ceux qui considèrent que le socialisme est au contraire la continuité logique du républicanisme. La tendance unioniste existe donc et elle se matérialise sous la forme du Bloc des gauches en 1902, qui réunit les radicaux, les socialistes et les républicains modérés de l'Alliance démocratique. Cette coalition remporte les élections et forme un gouvernement mené par le radical Émile Combes, et avec un soutien sans participation des socialistes. C'est au Bloc des gauches que l'on doit la séparation des églises et de l'État en 1905, et d'une manière générale, cette gauche-là a consacré la laïcité comme une idéologie dominante dans le pays. Parce que la laïcité, c'est de gauche à la base, et c'est la droite catholique qui s'y est opposée. Dans les années 1920, la gauche se structure progressivement en 3 blocs, communistes, socialistes et radicaux. Une union entre socialistes et radicaux, le cartel des gauches, remporte en 1924 les élections législatives. Le ciment de l'union est alors l'opposition à la droite, elle aussi coalisée dans le bloc national. À ce moment-là, les socialistes refusent toujours de participer à un gouvernement, craignant d'être accusés de collusion avec l'État bourgeois. Et ce sont donc les radicaux qui gouvernent avec le soutien de la SFIO à l'Assemblée nationale. C'est ce gouvernement qui transfère les cendres de Jean Jaurès au Panthéon, mais aussi qui autorise les fonctionnaires à se syndiquer. C'est sur les questions économiques que cette coalition se brise, notamment parce que les socialistes voulaient mettre en place un impôt sur le capital, ce que les radicaux refusaient. Maintenant, bien sûr, l'union de la gauche emblématique de la Troisième République, et qui est restée une référence jusqu'à nos jours, c'est le Front populaire de 1936. Première union à réunir la quasi-totalité des tendances de la gauche électorale, puisqu'elle va des radicaux jusqu'aux communistes, même si ces derniers refusent d'entrer au gouvernement et soutiennent sans participation. Cette coalition, conçue en réaction à la montée de la menace fasciste dans les années 1930, est dirigée par un socialiste, Léon Blum, ouvertement marxiste à cette époque et à qui on doit, entre autres choses, les congés payés, l'amélioration du droit syndical, une hausse des salaires, la semaine de 40 heures, mais aussi les allocations chômage. Cette union de la gauche a été assez courte en réalité, puisque les réformes ne durent qu'1 an et la coalition est quittée par les radicaux au bout de 2 ans. Mais elle a eu un tel impact sur la société française qu'elle est encore considérée aujourd'hui comme l'exemple de ce qu'une union de la gauche est capable de faire. Après la Seconde Guerre mondiale, la situation change pas mal. Déjà, la mouvance radicale s'affaiblit et les radicaux restants glissent petit à petit vers la droite, même s'ils continuent de se revendiquer de la gauche. Les socialistes, tout en continuant à tenir un discours marxiste radical, rompent avec les communistes à qui ils reprochent leur alignement sur l'URSS et l'idéologie stalinienne. De fait, après que les premiers gouvernements ont réuni communistes, socialistes, radicaux et démocrates chrétiens de centre-droit, plus aucune union de la gauche ne se forme, et les socialistes, quand ils gouvernent, le font en coalition avec la droite démocrate chrétienne. Ça marche tellement bien que la SFIO connaît un lent effondrement et se vide de ses militants. Son ralliement au général de Gaulle en 1958 et l'établissement de la Ve République collent à la SFIO l'étiquette de traître qui reste attachée à eux durant toute la décennie des années 60. Toutefois, pour l'élection présidentielle de 1965, une union de la gauche se forme bel et bien autour d'un indépendant, François Mitterrand, qui n'est alors ni à la SFIO ni au Parti communiste, mais issu d'un petit parti social-démocrate, la Convention des institutions républicaines. Malgré la défaite de Mitterrand contre De Gaulle, la gauche réussit à dépasser les 40% des voix au second tour et la gauche non communiste reprend un peu vie. C'est dans la continuité du scrutin que les socialistes, les sociodémocrates et les radicaux forment la Fédération de la gauche démocrate et socialiste, une union de la gauche non communiste qui existe tant bien que mal dans l'opposition jusqu'en 1968. Et puis, entre 1969 et 1971, la plupart des composantes de cette union fusionnent dans un nouveau grand parti de la gauche non communiste,
le Parti socialiste. Et même s'il conserve le nom socialiste, le Parti socialiste est un rassemblement très large, qui va de vrais socialistes autogestionnaires à des sociodémocrates modérés. C'est un méga-parti, une fusion de différents mouvements trop petits pour l'emporter seul, et il compte donc un grand nombre de tendances, parfois carrément antagonistes. C'est donc dans ce contexte que le Parti socialiste et le Parti communiste, mais aussi un petit bout de ce qu'il reste des radicaux, initient un nouveau rapprochement en 1972, le programme commun. Un programme keynésien, volontariste, qu'on pourrait qualifier de socialiste démocratique en étant sympa, avec en son sein une augmentation des salaires, la limitation du temps de travail, la retraite à 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes, la légalisation de l'avortement, l'abaissement de la majorité à 18 ans, la nationalisation de toutes les banques et des industries clés, le droit d'asile, la mise en place du quinquennat présidentiel ou encore le soutien au mouvement indépendantiste. Un melting pot des revendications des différentes tendances de la gauche qui, malgré une très grosse progression électorale, passe à un cheveu de la victoire en 1974, mais échoue finalement à gouverner. Malgré tout, c'est sur un programme similaire au programme commun que Mitterrand est élu, sans alliance, en 1981, et met en place toute une partie des mesures présentées en 1972, même si le tournant de la rigueur et l'orientation néolibérale des années suivantes le remet complètement en question. À partir des années 80, la question unioniste se pose beaucoup moins, et ce pour une raison très simple, le Parti socialiste devient hégémonique à gauche. Bah oui, parce qu'un des moteurs de l'union de la gauche, c'est l'absence d'un parti dominant. Et jusque dans les années 1980, c'est le cas. Sauf que les années 80, c'est les années de la désagrégation du Parti communiste qui passe sous les 10% des voix pendant que le Parti socialiste est systématiquement au-dessus des 30%. Rajoutez à ça le système électoral de la Ve République qui facilite la possibilité d'avoir des majorités absolues, et la gauche des années 80, et en vrai jusque dans les années 2010, c'est le Parti socialiste tout seul au sommet et les partis communistes et écologistes en formation qui gravitent autour tant bien que mal. Et là vous allez me dire, et la gauche plurielle alors? Elle a bien eu lieu. Bah oui, mais justement, la gauche plurielle, déjà, c'était pas un accord électoral, mais surtout un accord de gouvernement. Les partis de la gauche plurielle étaient bien en concurrence lors des élections législatives de 1997, mais ils s'étaient mis d'accord pour gouverner ensemble si jamais ils avaient la majorité. Et comme le Parti socialiste s'est retrouvé sans majorité absolue à l'issue de ce scrutin, il n'avait de toute façon pas d'autre choix que de compter sur les écolos, les communistes, les quelques radicaux survivants et les chevènementistes. C'est ce gouvernement qui a fait passer les 35 heures, la couverture maladie universelle, mis en place la police de proximité ou encore légalisé le Pacs. Mais le PS n'avait pas pour autant renoncé à l'idée de gouverner seul, et à l'élection présidentielle de 2002, tout le monde est parti dans son couloir. On a beau dire aujourd'hui que si Jospin a pas passé le premier tour, c'est la faute à Taubira, ou c'est la faute à Chevènement, ou c'est la faute à Voltaire, ou c'est la faute à Rousseau, mais Jospin n'a pas non plus fait de gros efforts pour réunir tous ses alliés de la gauche plurielle derrière lui. Et en plus, son programme présidentiel commençait à bien lorgner du côté du centre-droit. Un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est que la gauche plurielle n'était pas une union de toute la gauche. Les partis d'extrême gauche, Ligue communiste révolutionnaire et Lutte ouvrière n'y participaient pas, et l'ont même combattu dans des manifestations. Et ces deux partis-là cumulaient 10% des voix lors de l'élection présidentielle de 2002. Dans les années 2000 et 2010, le Parti socialiste devient encore plus hégémonique à gauche, et en 2012, malgré la présence du front de gauche, il est suffisamment puissant pour gagner quasiment tout seul. Mais la situation change complètement en 2017. Détruit de l'intérieur par le quinquennat de François Hollande, le PS passe de premier parti de France à parti minoritaire. Il a perdu la majorité de ses militants, les électeurs ne lui font plus confiance, et la gauche redevient alors un archipel, divisé entre ce qu'il reste de la social-démocratie, les écologistes qui essaient d'émerger, et la France insoumise qui a réuni certains déçus du PS et les électeurs de gauche plus radicaux et cherche à mobiliser les classes populaires. Des tentatives d'union se font entre 2017 et 2022, notamment autour des écologistes et du Parti socialiste, mais n'aboutissent pas. Des initiatives unitaires émergent dès 2020-2021 avec des gens qui s'activent en ce sens dans tous les partis de gauche électoralistes, des gens comme Clémentine Autain et François Ruffin côté LFI. Oui, à l'époque ils y étaient encore, chut. Mais aussi du côté des écolos et du PS. Un accord entre le PS, les écologistes et leurs alliés était d'ailleurs pas loin d'aboutir, avec Olivier Faure qui déclarait « Dans un an, il y aura pour les écologistes, pour les socialistes, pour les radicaux, pour Place Publique, pour Nouvelle Donne, pour Génération, il y aura un candidat et un projet commun.
C'est l'engagement que chacun a pris ce matin dans cette réunion. Mais aucune n'a abouti à la présidentielle, pas même la tentative de primaire populaire dont on a déjà parlé dans l'épisode sur les primaires. Le premier tour de l'élection présidentielle de 2022 a alors pris la forme d'une simili-primaire de la gauche, remportée de façon écrasante par Jean-Luc Mélenchon avec ses 22% des voix. Et alors que Macron semble parti pour obtenir une nouvelle majorité absolue suite à sa victoire, c'est ce même Mélenchon qui est à l'initiative d'une union de la gauche derrière lui et articulée autour de la France Insoumise en 2022. La NUPES, c'était un peu l'union optimiste. Tout le monde était réconcilié autour de valeurs communes et d'un programme commun qui avait été validé par les 4 principaux partis de gauche. Olivier Faure avait même réussi à faire avaler la couleuvre de l'alliance avec Mélenchon à son parti en remportant de justesse son congrès après la présidentielle. Mais on connaît la suite, ça s'est effondré assez rapidement. Si beaucoup de justifications peuvent être trouvées, il y en a une qui me paraît la plus importante. Cette union était déséquilibrée en faveur de LFI, et les autres partis, les écolos et les communistes en tête, espéraient profiter des élections européennes pour se refaire une santé. Avec le résultat qu'on connaît. Et puis est arrivé 2024 et le nouveau Front Populaire, formé dans l'urgence face à la menace de l'extrême droite et qui était une union beaucoup plus large, parce qu'elle incluait certains partis d'extrême gauche comme le NPA-A et aussi la galaxie hollandiste que je classe ici spécifiquement dans la gauche, mais je sais que c'est sujet à débat, à l'exception de Bernard Cazeneuve. Mais comme on l'a vu, cette union était fragile, beaucoup plus circonstancielle et contrainte par les événements. Et bien qu'elle ait été plus équilibrée entre les différents partis participants, elle s'est disloquée, notamment sur la question de la présidentielle. Oui, je sais, vous allez me dire que c'est la faute du PS qui n'a pas censuré Bayrou puis Lecornu, mais si le PS n'a pas censuré Bayrou et Lecornu, c'est justement pour figer le jeu politique et gagner du temps jusqu'à la présidentielle. Bon après, est-ce que liquider tout son capital politique juste pour gagner du temps est une bonne idée ? Moi je vous dirais que non, mais je suis pas au PS après tout. L'union de la gauche ne va pas de soi, parce que comme on l'entend régulièrement, si tous les partis de gauche avaient les mêmes idées, ils seraient dans le même parti. Toutefois, l'une des principales raisons de la formation d'union de la gauche et l'une des principales raisons de leur dislocation tient simplement au système politique et électoral. Que ce soit dans la 3e ou dans la 5e République, ce sont des impératifs électoraux qui poussent différents partis de gauche, et parfois d'extrême gauche, à mettre leurs différents de côté pour s'accorder sur des priorités communes parce qu'ils estiment que ça augmente leurs chances de conquérir le pouvoir. Et ce sont ces mêmes impératifs électoraux qui les poussent à rompre leurs accords pour repartir en solo s'ils jugent que leurs intérêts électoraux sont ailleurs. Je pense qu'aucun des dirigeants de gauche aujourd'hui n'ignore quelle trajectoire ont suivi les partis signataires du programme commun dans les années 70. Le Parti communiste, qui était le plus puissant électoralement en 1972, a été progressivement dépassé puis marginalisé par le PS et ne s'en est jamais relevé. Et aussi longtemps que la 5e République existera, les tentations hégémoniques existeront. C'est la fin de cet épisode de C'était pas mieux avant. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube du média et pourquoi pas nous soutenir financièrement. Vos dons sont la garantie de notre indépendance. À la prochaine!